Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump intensifie la pression sur la Chine avec des droits de douane ou encore des sanctions. Mais que se passe-t-il réellement? Quelle est réellement la stratégie du président américain et comment répond la Chine? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble donc pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes et j'en suis conscient, on reparle une nouvelle fois aujourd'hui de Donald Trump. Alors même si on a essayé pas mal de diversifier quand même la semaine dernière les sujets, je sais qu'on parle beaucoup de lui ces derniers jours et en même temps, vous allez le voir, c'est des véritables bouleversements à l'échelle mondiale dans les rapports géopolitiques et les rapports entre les États. C'est d'ailleurs des choses, et je pense que vous le savez, qui vont impacter aussi l'Europe et la France, donc c'est intéressant d'observer tout ça et de tenter donc d'analyser factuellement ce qui se joue sous nos yeux. Bon, ce qui fait que j'étais partant qu'on en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a une annonce assez récente que je voulais voir avec vous et qu'on va expliquer. Ce lundi, le président américain Donald Trump a menacé sur son réseau Truth Social d'appliquer des droits de douane de 25% aux pays qui achètent du pétrole et du gaz venant du Venezuela. Et cette hausse des droits de douane de 25% donc, ce serait à compter du 2 avril. Cette mesure, elle vise en fait à punir le Venezuela pour, je cite, son hostilité envers les États-Unis. Le Venezuela étant accusé par le président américain de favoriser la criminalité aux États-Unis. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet. Et donc là, Trump a précisé que ces taxes, elles vont s'appliquer aux acheteurs directs et indirects du pétrole vénézuélien. Alors là, vous allez peut-être me dire quel est le rapport entre le Venezuela et le pétrole du Venezuela et la Chine? Eh bien en fait, la Chine, c'est le premier client du pétrole du Venezuela. Pour vous donner une idée, elle a acheté 40% des exportations du Venezuela en février. Et donc, cette menace de hausse de droits de douane de 25%, elle s'ajoute à des hausses de droits de douane qui ont déjà été annoncées, des droits de douane qui ont déjà été augmentés, sachant que c'est donc des hausses qui devront être payées par les importateurs américains qui font venir donc ces produits chinois. Mais ça a donc pour objectif d'impacter les produits chinois puisque ça devient donc plus cher d'importer des produits chinois. Et en effet, on en a déjà parlé sur cette chaîne début mars, Trump avait signé un texte qui avait augmenté les droits de douane sur les produits chinois entrant aux États-Unis, les portant à 20% contre 10% jusqu'ici. Mais dans le cas donc où Trump maintient cette mesure sur le Venezuela et que la Chine ne change pas sa stratégie et continue à acheter du pétrole venant du Venezuela, les droits de douane sur les produits chinois pourraient être augmentés encore davantage avec donc 25% supplémentaires de hausse de droits de douane qui viendraient s'ajouter en plus de la hausse déjà existante. En effet, Trump a précisé que tout cela se cumulerait. Alors pourquoi cette hausse des droits de douane du côté de la Chine ces derniers jours? Trump dit vouloir obliger la Chine à lutter davantage contre le trafic de fentanyl, qui est donc un opiacé qui est utilisé dans le domaine médical, mais qui est détourné comme une drogue. Il est à l'origine de dizaines de milliers d'overdoses tous les ans aux États-Unis et c'est un problème absolument colossal dans l'industrie aussi pharmaceutique. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Trump accuse donc la Chine de faciliter l'importation aux États-Unis de molécules qui sont nécessaires à la fabrication du fentanyl. Mais il faut pas être dupe, évidemment que c'est pas qu'une question de fentanyl. En réalité derrière, il y a une question de rivalité commerciale entre deux géants mondiaux avec les États-Unis et la Chine. L'une des choses qui ne plaît pas à Donald Trump, c'est notamment le déficit commercial des États-Unis. Alors le déficit commercial, c'est lorsqu'un pays importe plus de biens et services qu'il n'en exporte. Ça entraîne donc un déséquilibre financier. Ici donc, le plus grand déficit commercial des États-Unis, il est vis-à-vis de la Chine. Et dans le détail, le déficit, il est de l'ordre de 280 milliards de dollars en 2023. Ça veut donc dire que la Chine exporte davantage vers les États-Unis que les États-Unis n'exportent vers la Chine. Bon, et puis il y a aussi des accusations de manipulation de la monnaie chinoise, mais c'est un autre sujet. On aura l'occasion de revoir le débat et tout cela dans les prochains jours. Alors ce qu'on peut noter, c'est que face à l'augmentation des droits de douane, la Chine avait déjà répliqué en imposant des nouvelles taxes de 10 à 15% sur certains produits américains comme le poulet ou encore le soja. Elle a par ailleurs annoncé porter plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce contre les États-Unis. Mais la Chine a aussi appelé à revenir sur la voie du dialogue, indiquant avoir notamment fait des efforts pour réduire le trafic de fentanyl. Et toujours sur les taxes, parce qu'il n'y a pas que ça, les États-Unis ont aussi annoncé d'importants droits de douane sur toutes leurs importations d'acier et d'aluminium. C'est une décision en fait qui impacte directement la Chine, puisque la Chine, c'est le premier producteur mondial d'acier. Enfin, on peut noter que l'administration de Donald Trump propose aussi de taxer lourdement les porte-conteneurs et autres navires qui sont fabriqués en Chine et qui arriveraient ou partiraient des États-Unis. Alors c'est des taxes qui pourraient être massives, puisqu'on parle de porte-conteneurs, et qui pourraient affecter alors non seulement les entreprises chinoises et donc les armateurs chinois, mais aussi
Russie, les exportateurs et les consommateurs américains, avec potentiellement une hausse des coûts d'importation et d'exportation. Il faudra donc mesurer, et ça c'est un sujet qui est déjà présent depuis plusieurs semaines, l'impact sur l'économie des États-Unis et pour la population des États-Unis. Bon, ce qui est sûr, c'est que sur cette dernière mesure, les professionnels du secteur, ils s'inquiètent donc de l'impact sur l'économie et la compétitivité des ports américains, ce qui a conduit d'ailleurs à des auditions devant le bureau du représentant américain du commerce pour tenter de dissuader Donald Trump d'appliquer cette mesure. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une véritable guerre commerciale qui a été lancée par Donald Trump contre la Chine. Alors attention, faut rester factuel sur ce genre de choses et sur ce genre de sujet. Donald Trump n'est pas le premier à appliquer ce genre de choses. On peut noter par exemple que Joe Biden avait appliqué une hausse de droits de douane sur les véhicules électriques chinois notamment. Mais là donc, avec la multiplication des annonces, il y a une autre ampleur qui a été donnée par le président américain. Bon, et par ailleurs, au-delà de la question des taxes, il y a aussi une question de concurrence sur d'autres sujets, sur d'autres domaines. On peut notamment penser au marché des terres rares, qui sont donc des métaux stratégiques essentiels dans l'électronique, l'énergie ou encore la défense. Je ne rentre pas dans le détail là-dessus aujourd'hui parce que c'était l'essentiel du sujet qu'on a fait hier sur la construction de relations entre les États-Unis et la Russie. Ça portait justement sur la question des terres rares. Et donc l'objectif est de concurrencer notamment la Chine et d'éviter une dépendance vis-à-vis de la Chine. L'autre enjeu qu'on peut noter, qui est tout de même aussi à nuancer, c'est la question de Taïwan. Taïwan, c'est donc une île de 23 millions d'habitants qui est située à 160 km des côtes de la Chine. C'est une démocratie qui possède son propre gouvernement, ses propres lois, sa propre armée, sauf que le pays n'est pas véritablement reconnu par l'Organisation des Nations Unies. Et la raison, c'est que la Chine considère que Taïwan fait partie de son territoire. Elle considère donc que l'île est l'une de ses provinces. Là-dessus aussi, je ne rentre pas dans les détails des relations entre Taïwan et la Chine. On avait fait un grand format sur le sujet, donc je vous mets le lien en description, c'est sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format. Le truc, c'est que les États-Unis soutiennent au moins de façon non officielle Taïwan. Les deux pays, ils entretiennent des liens économiques, culturels et même militaires importants. Les États-Unis sont d'ailleurs le principal fournisseur d'armes de Taïwan, mais avec le retour de Trump à la tête des États-Unis et à la Maison-Blanche, il y a des doutes qui ont commencé à émerger concernant la posture américaine vis-à-vis de Taïwan. Par exemple, en juillet dernier, à la question, je cite, « Défendriez-vous Taïwan contre la Chine ?» Trump avait répondu, je cite, « Je pense que Taïwan devrait nous payer pour sa défense. Nous ne sommes pas différents d'une compagnie d'assurance. » Fin de citation. Un discours assez différent quand même de celui de Joe Biden, qui clairement, avec son cabinet pendant son mandat, déclarait être prêt à défendre militairement Taïwan, comme si c'était donc un allié. Du côté des États-Unis, donc aujourd'hui, il faut quand même voir que le discours a changé et qu'il y a un discours, disons, davantage sous condition par rapport à Taïwan. L'autre enjeu majeur d'ailleurs, et on voit cette forme de tension nouvelle, c'est concernant les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, c'est donc des composants électroniques qui sont essentiels pour la production d'appareils électroniques, de smartphones ou même de voitures électriques. Taïwan est aujourd'hui un leader mondial de cette industrie et Trump a récemment accusé Taïwan de voler les semi-conducteurs aux États-Unis et a menacé d'augmenter de 100% les droits de douane sur les exportations de puces taïwanaises. Bref, je vous parle de tout ça parce que évidemment il y a donc cette guerre commerciale entre Trump et la Chine, entre les États-Unis et la Chine, mais en parallèle, là on pouvait s'attendre dans le cas d'une rivalité à un soutien à Taïwan. En l'occurrence, ce soutien de Taïwan face à la Chine, il est davantage modéré. Dans tous les cas, ça me semblait intéressant d'analyser la situation. Je vous mets des liens en description. Si jamais vous avez des suggestions de sujets que vous voulez qu'on traite sur la chaîne, n'hésitez surtout pas à le faire directement dans les commentaires, que ce soit sur Spotify ou alors sur YouTube. Merci d'ailleurs parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer et sur toutes les plateformes à suivre ce format. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu en France et ça concerne la mort d'Émile, ce petit garçon de 2 ans et demi qui avait disparu le 8 juillet 2023 dans la commune du Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence. 4 personnes, dont ses grands-parents, ont été placées en garde à vue ce mardi pour homicide volontaire et recel de cadavres. C'est ce qu'a annoncé le procureur de la République d'Aix-en-Provence. Il faut savoir que des ossements de l'enfant ainsi que certains de ses vêtements avaient été finalement retrouvés en mars 2024, donc 8 mois après sa disparition, par une promeneuse. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui est arrivé à Émile, mais l'hypothèse de l'intervention d'une personne dans sa mort était examinée depuis des mois par les enquêteurs. Parmi les personnes placées en garde à vue, on retrouve donc ses grands-parents maternels et 2 des enfants majeurs des grands-parents, selon le procureur. Une perquisition a aussi eu lieu au domicile des grands-parents à L'Abouilladis, dans les Bouches-du-Rhône. On suivra ça. Deuxième actu, on en parlait hier, la Russie et les États-Unis ont achevé ce lundi
mardi leurs discussions visant à instaurer une trêve partielle en Ukraine. Les négociations qui ont eu lieu en Arabie Saoudite ont duré au total 12 heures. L'Ukraine, la Russie et les États-Unis se sont notamment mis d'accord pour cesser les hostilités en mer Noire, au sud de l'Ukraine. Ils ont convenu de garantir une navigation sûre, d'éliminer le recours à la force et d'empêcher l'utilisation de navires commerciaux à des fins militaires dans la mer Noire. L'objectif à terme serait de réinstaurer l'accord céréalier qui avait permis à l'Ukraine d'exporter ses céréales, vitales pour l'alimentation mondiale, malgré la présence de la flotte russe dans la zone entre juillet 2022 à juillet 2023. La Russie s'était finalement retirée de cet accord, accusant les Occidentaux de ne pas respecter leurs engagements qui étaient censés assouplir les sanctions sur les exportations russes. Au cours de l'échange, la Russie a aussi affirmé vouloir poursuivre son dialogue avec les États-Unis sur l'Ukraine, tout en y incluant d'autres interlocuteurs, dont l'Organisation des Nations Unies, mais aucune annonce sur une possible trêve des combats en Ukraine n'a encore été décidée. Troisième actu, un journaliste américain s'est retrouvé par accident dans un groupe de discussion confidentielle du gouvernement américain et a reçu un plan détaillé de frappe aérienne américaine contre les Houthis du Yémen. Les Houthis, ce sont donc des rebelles alliés de l'Iran qui multiplient les attaques au Proche-Orient en représailles à la guerre menée par Israël contre le Hamas à Gaza. Ils bloquent notamment de nombreux navires en mer Rouge qu'ils estiment liés à Israël. Dans un article publié ce lundi, le rédacteur en chef du média américain The Atlantic raconte comment il s'est retrouvé par erreur dans un groupe gouvernemental sur la messagerie Signal. Dans ce groupe, il a appris 2 heures avant les bombardements des données sensibles concernant des frappes de l'aviation américaine au Yémen la semaine dernière qui ont tué au moins 31 personnes et fait des centaines de blessés selon les Houthis. Le gouvernement américain, qui ne nie pas les faits, a affirmé chercher à savoir comment un numéro a été ajouté par erreur. Quatrième actu, le premier ministre sortant du Groenland, Mute Egede, a dénoncé la visite cette semaine de responsables américains dans son pays. Le Groenland, c'est un territoire autonome du Danemark, situé entre l'Atlantique Nord et l'océan Arctique. Dans un post Facebook, il a rappelé, je cite, que notre intégrité et notre démocratie doivent être respectées sans aucune ingérence extérieure. En fait, la Maison-Blanche a annoncé ce dimanche qu'Usha Vance, la femme du vice-président américain J.D. Vance, y fera un déplacement officiel de jeudi à samedi pour assister à une course nationale de chiens de traîneau. Le truc, c'est que d'après la presse américaine, le conseiller à la sécurité nationale et le ministre de l'énergie devraient aussi se rendre sur place dans la semaine. De son côté, le président américain Donald Trump a réagi en soulignant qu'il s'agissait d'une démarche amicale. En fait, cette visite, elle fait pas mal parler parce que mi-mars, Donald Trump avait estimé que l'annexion du Groenland par les États-Unis allait finir par arriver et qu'elle favoriserait, je cite, la sécurité internationale. Cependant, aucun parti groenlandais ni la population du territoire ne soutient l'idée d'un rattachement aux États-Unis. Cinquième actu qui concerne la situation au Proche-Orient, au moins 14 personnes ont été tuées dans des bombardements israéliens ce mardi matin dans la bande de Gaza, selon la Défense civile, un service de secours qui opère à Gaza. En fait, les bombardements ont repris depuis le 18 mars dans le territoire palestinien après des semaines de désaccords sur la poursuite de la trêve. Au moins 730 Palestiniens y ont été tués en une semaine, selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas. De son côté, Israël dit vouloir forcer le mouvement palestinien à libérer les derniers otages qu'il détient. Selon l'armée israélienne, 58 otages sont toujours retenus à Gaza, dont 34 ont été déclarés morts. À noter que Hossam Chabat, un journaliste palestinien de 23 ans qui travaillait pour le média qatari Al Jazeera, a été tué ce lundi dans l'un de ces bombardements. Selon des images de l'AFP, son véhicule, sur lequel il était écrit TV, a été frappé par un drone. Israël avait par le passé accusé le journaliste d'être un membre du Hamas, ce qu'il avait fermement démenti. Il faut savoir que plus de 206 journalistes, hommes, femmes et employés de médias ont été tués depuis le début de la guerre à Gaza le 7 octobre 2023, selon le syndicat des journalistes palestiniens. Et on termine avec cette actu. Ce mardi 25 mars, c'est la journée mondiale de la procrastination, donc le fait de remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même. Alors ça peut paraître un petit peu anecdotique, mais la procrastination, ça génère bien souvent une liste de tâches qui s'allonge, et plus elle s'allonge, plus souvent l'angoisse se fait ressentir. Alors si vous faites partie des procrastinateurs, l'une des astuces pour limiter l'accumulation de problèmes, c'est le fait de scinder ces tâches et de les réaliser étape par étape pour éviter que ça ne vous prenne trop de temps d'un coup ou que d'autres tâches viennent s'accumuler. Je vous mets des liens en description si ça vous intéresse. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. N'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas encore le cas, pour nous soutenir. Vous êtes de plus en plus nombreux ici et en podcast audio. Merci vraiment pour votre confiance. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des suggestions ou autres, à le faire dans les commentaires. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.